Ce soir, nos mémoires du zinc sont consacrées à Philippe Labro pour son ouvrage 7500 signes des chroniques paru chez Gallimard. Philippe Labro, bonsoir. Bonsoir. Alors, ces 7500 signes, c'est une espèce de règle d'or, et dès le début, vous le dites, toute contrainte mais féconde. Est-ce que c'est pas quasiment une devise de vie et pas simplement de journalisme, ça? Je crois que tout le monde a envie d'avoir un cadre. On dire, voilà, tu nous fais un papier, mais il y a aussi une commande. Les plus grands artistes, on ne va pas se comparer à eux. Les Michel-Ange et autres. Toute la Renaissance. On leur passait commande. Ouais. Donc l'idée que quelqu'un vous dit, voilà, j'ai besoin de ça et pas autre chose, vous oblige à une discipline. Ouais. Mais là, c'était une discipline alors imposée au Figaro, mais parce que ce sont des chroniques, c'est surtout le regard de Philippe Labro dans le Figaro, mais il y a aussi dans Paris Match, Le Monde, le Figaro Magazine, Vogue, les Temps modernes. Oui, l'idée, effectivement, c'est de mettre dans ce bouquin non seulement les chroniques que j'ai faites depuis 2 ans pour le Figaro, mais tout ce que j'ai fait journalistiquement depuis de longues années. Parce qu'il y a les notes, il y a le fameux carnet Moleskine, il y a une nouvelle également. Et j'ai voulu terminer sur une nouvelle. Voilà, absolument, parce qu'il y a ce rapport entre le journalisme et la littérature qui est toujours présent. Et d'ailleurs, bien sûr, alors vous dites même à un moment que c'est peut-être ce carcan de 7500 signes qui a fait que vous avez eu le désir d'écrire des romans. Bien sûr, il y a un moment donné où on a envie de sortir de la limite du journalisme, qui est, tu as 3 heures devant toi, il faut donner tant de papier, pas plus. Et le romancier, qu'est-ce qu'il a? La liberté absolue. Il peut travailler 2 ans et écrire un bouquin de 600 pages. Donc, bien évidemment, l'imagination l'emporte sur le journalisme. Et il y a un gros hommage à Tom Wolfe. Le livre lui est dédié. C'est l'homme du bûcher des vanités et de bien d'autres choses, à qui on a donné un conseil. C'est intéressant parce qu'il y a une leçon de journalisme. On va y revenir. Dès l'avant-propos, il y a une leçon de journalisme. Mais ce conseil, mon cher, on peut le donner. On peut le donner à vous. On peut le donner à tout le monde. Il dit... Tu peux écrire ce que tu veux, mais arrête-toi quand ça devient emmerdant. Voilà. Alors, quelle est la première leçon? Alors, on vient de la voir, c'est pas faire emmerdant. Bon, ensuite. Deuxième leçon, il faut quand même informer, il faut raconter quelque chose. On n'est pas simplement pour faire une jolie écriture, parce que j'essaie toujours d'écrire de façon agréable, mais rapporter autre chose que ce que le lecteur a pu lire toute la semaine, parce que c'est hebdomadaire, et aller un peu plus loin. Puis la troisième leçon, c'est qu'à un moment donné, il faut conclure. Alors évidemment... souvent, conclure ne veut rien dire, parce qu'on ne peut jamais conclure sur un personnage, un être humain, un problème. Mais il faut trouver la chute. Oui, voilà, il y a une chute. Donc on voit, on accroche, on informe, on garde un ton et on conclut. Et tout ça en 7500 signes. Mais il y a dans votre livre quelque chose de très touchant, c'est que quand on sort de l'avant-propos, quand toutes ces leçons ont été données, la toute première chronique, et c'est sur Auschwitz. Et là, vous dites, les mots s'arrêtent. C'est-à-dire, il y a un moment où il y a la limite des mots. Oui, c'est une des chroniques auxquelles je tiens le plus, parce qu'on est allé avec ma femme écouter du Chopin à Varsovie. Chopin à Varsovie, c'est la beauté absolue. Ça a duré 3 jours, c'était formidable. On était en Pologne, on a décidé à Cracovie et de là à Auschwitz. Et donc on est passé en 3 jours de ce qui est sans doute une des choses les plus belles de la vie, c'est la musique, quelle qu'elle soit, d'ailleurs toute musique est belle. Ce qui est le plus horrible, c'est toucher, voir concrètement ce qu'ont fait les nazis à Auschwitz. Et bien évidemment, à ce moment-là, il faut être très modeste, très humble. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de mots capables de raconter l'émotion qu'on a, parce qu'en plus de ça, il faisait beau. Et moi, à Auschwitz, j'avais des photos, forcément comme tout le monde, en noir et blanc, très peu, mais il y en avait. Et là, j'avais la sensation que ce soleil était insultant. Et néanmoins, vous avez une guide qui parlait très bien le français, qui nous racontait, qui nous montrait. Vous savez, quand vous voyez, je ne sais pas si vous êtes allé à Auschwitz, quand vous voyez ces vitrines derrière lesquelles il y a des tonnes de cheveux, il y a des petites chaussures d'enfants, c'est insupportable. Donc là, je suis sorti de là, on est monté dans la voiture, tout d'un coup, la seule chose qui m'a retenu, c'est que je me suis dit, je n'entends plus du tout Chopin, du tout. C'est la dernière phrase de... Et je suis arrivé, nous, on était 4, ma femme et 2 amis, au-delà des larmes. Il y a un moment donné où pleurer n'est pas suffisant. Prise de conscience. Pourquoi, comment ce peuple, cette nation, ce pays, d'où sont venus les plus grands écrivains, les plus grands artistes, les plus grands philosophes, pendant 4 ans, et même avant, ça ne commence pas de 40 à 44, a construit, avec un génie diabolique de l'organisation, une machine de mort. Et tout ça, il faut le dire, en 7500 signes, c'est formidablement dit. Est-ce qu'il y a des moments où vous avez renoncé? Est-ce qu'il y a des sujets devant lesquels vous avez renoncé? Vous avez commencé une chronique et vous n'avez pas pu aller au bout?
Pas vraiment, non, parce que j'ai la date limite, Oui. ce qu'on appelle la deadline, la ligne de mort. C'est-à-dire vendredi 17h, il faut que ça parte par les ordinateurs vers les spécialistes du Figaro qui vont mettre ça en page et tout. Et donc le choix est fait, il est fait. Il faut aller au bout. Il ne faut pas avoir peur. Ouais. Alors dans ce livre, il y a bien sûr une formidable galerie de portraits. Ça va de Hollande à Lucchini. Oui. Lucchini que vous aimez beaucoup. Beaucoup. Oui, d'ailleurs, vous avez... Bah, écoutez, Fabrice, d'abord, il est génial, tout simplement. Et comme vous le savez peut-être, c'est une de mes petites fiertés. Je l'ai rencontré, il avait 16 ans, il était garçon coiffeur. Je préparais mon premier long métrage, il s'appelle Tout peut arriver. J'ai vu ce môme incroyable de folie, de mouvement. Il avait des longs cheveux blonds à l'époque, Fabrice. Et il dansait le bougalou de façon tellement étonnante qu'il surprenait les petites provinciales qui étaient autour de lui. Je me suis dit, bah, je vais le mettre dans mon film. Ouais. Et C'était même avant Perceval, le Ah gallois oui, de oui, Romer. bien sûr, bien sûr. oui, oui, C'est bien longtemps avant. Et vous avez cette très belle formule, vous dites que c'est un Rimbaud qui a bien vieilli. Peut-être. Peut-être, oui. Alors, dans les hommes politiques, est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes politiques français qui méritent 7500 signes? Vous traitez J'ai Hollande. pas trop traité le politique. Hollande, vous traitez Hollande. Il y a Hollande, il y a Bayrou, le lendemain d'une défaite. Oui, Ça défaite, oui. Ça m'intéresse de voir les gens quand ils vont pas très bien. J'ai fait aussi un portrait de Ségolène Royal, et c'était au lendemain. Vous vous souvenez de ce numéro qu'elle avait fait sur scène au Zénith, où elle ondoyait. Elle était On toute lui a à souple. la fois reproché en même temps. Bah, elle est comme Qu'est-ce que elle vous en est. pensiez, vous? Est-ce que vous avez une opinion sur ce genre Ça de m'a prestation? plutôt amusé, la prestation, mais ce qui m'intéressait, c'était de Oui. la faire parler après. Et ça, c'est il y a déjà 2 ans. Et à un moment donné, je lui dis, non mais attendez, 2012, c'est encore très loin. Il me dit, vous plaisantez, c'est demain. Et tout d'un coup, j'ai senti qu'elle voudrait encore y aller. Alors, ce Punching Ball, c'est l'occasion pour notre invité de revenir sur un sujet d'actualité sur lequel il voudrait réagir. Écoutez, cette semaine, moi, ce qui me frappe, bon, il y a ces élections à mi-mandat d'Obama. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce retour, cette réaction de ce qu'on appelle le Tea Party, où on ne voit d'ailleurs dans les meetings, dans les grandes réunions de ces nostalgiques d'une Amérique qui n'existe pratiquement Ouais. plus tout à fait. Mouvement populiste, on peut le dire. On ne voit pas un noir, Non. on ne voit pas un latino, on ne voit pas un asiatique. Or, l'Amérique aujourd'hui, comme toujours, c'est le melting pot. Hein. C'est un grand entonnoir dans lequel se fondent les immigrés de toutes les régions du monde. Et on a la sensation que ces gens-là refusent C'est la vieille Amérique. l'essence même de leur pays. Oui. Dans votre livre, vous dites, voilà, c'est l'Amérique qu'on aime qui revient, parce qu'il y a eu un désamour avec... Alors, je l'ai dit lorsqu'il a été élu. Oui, oui, absolument. Bon. Et on a cru, et c'est pour ça qu'il y a un problème avec Obama, le monde entier a rêvé, a désiré, a cru que cet homme allait marcher sur les eaux. Oui. Mais c'est impossible. La tâche était trop difficile, et il a hérité en plus d'une récession qui aurait pu être une grande dépression. Donc, il est logique et normal qu'il déçoive, parce qu'il était aux prises avec la réalité. Néanmoins, je ne sais pas seulement de l'excuser, bizarrement, cet homme qui, en campagne, était merveilleux, président, on a l'impression qu'il s'est un peu figé et qu'il y a une distance entre lui et les autres. C'est ce qui était ressenti par les Américains, cette Ah, mais ça, distance, ils aiment pas ce ça. manque même de pédagogie, d'explication. Oui, de proximité, Oui, de proximité. chaleur. Oui, parce qu'il faut faire le politologue. Les élections de mi-mandat n'ont pas la même importance que chez nous. C'est même assez fréquent que ceux qui les gagnent perdent, ne soient pas réélus. Et que ceux qui les perdent Voilà, regagnent dans 2 ans. Voilà, oui. Parce qu'entre maintenant et 2012, il va se passer des tas de choses où on va tester l'habileté politique d'Obama. Est-il capable de cohabiter avec une opposition qui, cela dit ouvertement, notre seul objectif, c'est qu'il ne soit pas réélu. Ben, attends, ils vont durer 2 ans comme ça? Et foutre l'Amérique en l'air? Ils sont pas bien, hein? C'est pas beau ça? On se tait. Ce silence. Alors C'est ça, beau. c'est la police littéraire. L'occasion pour nous, nous avons choisi le Figaro quand même. Hein, Bien sûr. de vous vois venir. de déterrer une petite chronique, pas forcément gracieuse pour notre invité, mais dont notre invité en général se tire très bien, Ah oui. puisqu'il a le dernier mot. Oui. Bon, voilà. Le Figaro du 11, 5, 6, accord mineur, Philippe Labro, l'auteur de Tomber 7 fois, se relever 8, raconte une passion de 2 êtres séparés par l'âge. Adhérer à la première partie du livre, c'est plus une longue nouvelle qu'un roman ou même un récit, exige qu'on accepte d'emblée que le garçon parle comme une grande personne, il a 12 ans, sache
enrichi par l'expérience de la vie, cet artifice préliminaire est acceptable si l'on admet qu'un préadolescent surdoué puisse comprendre Nietzsche, par exemple. La deuxième partie, jusqu'à l'épilogue attendu, révèle davantage des fictions dont sont saturés les magazines féminins. Cette histoire laisse d'autant plus sur sa fin qu'elle avait mis l'eau à la bouche. Mais l'exergue aurait dû servir d'avertissement. Choisir la phrase la plus plate de Proust. L'amour, c'est ce qui se passe entre deux personnes qui s'aiment, annonçait sur quel registre consigner le passe-avant. Éric Olivier parlait de France et Clara. Ouais. Alors, quand vous écoutez ce type de chronique de moins de 7500 signes, qu'est-ce que vous dites? Je rigole. Oui, je vois. Si, oui, non, mais je comprends. Il me fait rigoler, cet homme. Pas seulement lui, d'ailleurs. D'une manière générale, la critique la plus intéressante, c'est évidemment celle qui vous démontre que vous êtes trompé sur tel et tel sujet. Là, on sent une petite méchanceté, on sent un petit peu de... Moi, je le connais depuis toujours, Monsieur Olivier. Je l'ai vu arpenter les trottoirs de Saint-Germain-des-Prés, tout gamin. Bon, il fait partie d'un jury littéraire. Rue Renaudot, en l'occurrence. Oui, bon, il est qui il est. Rien de tout cela me gêne, mais ça me fait rigoler. Je ne sais pas pourquoi. Sans doute parce que le livre est derrière moi, qu'il a quand même eu un certain succès, et que ce que je voulais dire, je l'ai dit. Car là où il se trompe totalement, cet homme, c'est un pauvre qui n'a jamais eu d'enfant et qui ne sait pas ce que c'est que l'enfance. À 12 ans, un enfant peut être génial. Mais s'il n'a pas compris ça, il n'a rien compris à la vie. Alors, what is this? Voilà, petite caméra pour nous emmener dans un moment un peu plus intime ou privé. Et nous sommes au mois de novembre des prix littéraires. Et j'ai envie que vous me parliez, parce que vous en parlez dans votre livre, de votre rapport au Goncourt. Parce qu'il y a un très joli texte où vous dites, comme si vous ne parliez pas de vous, vous parlez d'un jeune homme qui aurait envoyé son livre dédicacé aux membres du jury, qui serait même allé les voir, enfin qui fait toutes les démarches qu'on ne doit jamais faire. Et c'est vous. Est-ce que vous avez réellement fait tout ça pour avoir le Goncourt? Oui. Si le ridicule tuait en France, je ne serais pas ici ce soir. J'ai été grotesque. Je sors mon premier roman qui s'appelle Des feux mal éteints, dont aujourd'hui beaucoup de gens ont l'indulgence de croire qu'il raconte ma génération pendant la guerre d'Algérie. Et je suis tellement convaincu que c'est le livre de l'année que j'arrive chez Gallimard avec le manuscrit, je leur dis voilà le Goncourt. Ils me disent vous plaisantez ou quoi, jeune homme? Si, il faut l'imprimer très très vite et ça aura le Goncourt. Et avec l'arrogance de ma jeunesse, je vais, le livre imprimé, le porter de la main à la main aux membres du jury, dans leur petit pavillon de campagne, dans leur immeuble bourgeois du 7e, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et donc je me ridiculise, bien sûr, non seulement auprès d'eux, mais auprès de la petite communauté littéraire, parce que tout le monde en cause. Très bien. Alors, évidemment, je n'ai pas eu le Goncourt. Pas grave. De longues années plus tard, j'ai un autre roman qui, lui, est en piste pour le Goncourt, et qui s'appelle Un été dans l'Ouest. Et on se retrouve, grâce à Pivot, qui est un génie pour ça, en direct, les 4 derniers candidats, Besson, BHL, Orsena et moi, chez Drouan, devant Hervé Bazin, qui sort le même moment, son propre livre, qui ne vaut strictement rien, et Pivot nous fait parler de nos bouquins, et ensuite il se retourne et dit « alors qu'est-ce que vous pensez du livre de Bazin ?» Bazin, à l'époque, il est secrétaire général du Goncourt, c'est lui qui fait la loi. Et j'ai le souvenir honteux de la manière dont nous avons essayé de ne pas dire que c'était pas bon. Donc c'est tout ça que j'ai voulu raconter en disant ce jeune homme dont je parle, cet homme plus mûr, ce romancier, vous avez bien deviné de qui il s'agit. Bien sûr. Alors, vous avez parlé d'un livre qui traite d'un moment d'Algérie. Je voudrais vous offrir ce cadeau. Ah oui. C'est un livre-objet, 100 documents inédits à découvrir. Algérie 54-62. C'est publié aux Arènes. C'est bien sûr Benjamin Stora. Oui. Je voulais me permettre de vous offrir... je vous remercie beaucoup. Mais Stora, il faut féliciter Stora. Il faut des historiens comme ça pour parler d'une guerre et d'une époque dont on n'est pas encore complètement débarrassé. Et il faut des journalistes comme Philippe Labro pour nous donner 7500 signes dont on se régale régulièrement. Et ils sont consignés et réunis dans ce livre de chroniques paru chez Gallimard. Philippe Labro, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.